Bonjour, aujourd'hui une vidéo pourquoi nos contemporains, pourquoi nous-mêmes sommes asservis. C'est parce que nous avons perdu notre libre arbitre et cela il y a déjà assez longtemps. Pourquoi la culture celto-viking est-elle sournoisement attaquée? Eh bien c'est en rapport avec ce fameux libre arbitre. Récemment, j'ai eu vent comme quoi la série Balthazar, une série qui est grand public, mainstream, calomniait les druides et calomniait même les vikings de manière assez brutale. C'est une attaque sournoise contre la culture de nos ancêtres et elle est d'autant plus sournoise que le grand public ignore en fait la vérité sur ses propres ancêtres, ignore la culture de ses ancêtres et donc cette attaque est invisible puisque à défaut d'être renseignés, les gens pensent qu'effectivement les vikings faisaient des orgies avec des choses sexuelles bizarres ou que les druides faisaient des sacrifices. Pourquoi tant de haine, mais une haine sournoise, dissimulée, qui est d'ailleurs beaucoup plus efficace parce que quand on attaque quelque chose qui n'a rien fait, comme c'est le cas de nos ancêtres et de notre culture, eh bien, il y aura toujours des gens pour prendre la défense de la chose qui est attaquée, surtout quand elle est injustement attaquée. Donc là, c'est très bien fait, on fait croire que ce n'est pas une attaque, hein, c'est sournois. Et si les Celtes, les Vikings, qui sont d'ailleurs à peu près le même peuple, même si c'est pas la même époque, c'est la même culture, c'est la même grande famille de peuples. Et d'ailleurs, si on croit que c'est complètement différent, c'est justement le travail de l'obscurantisme, de la désinformation autour des Celtes et des Vikings. Et la raison, elle est très simple en réalité. C'est pour détruire notre libre arbitre. Regardons tout de suite la pyramide du développement personnel. C'est une pyramide qu'on aurait pu également appeler pyramide de l'émancipation. Donc pour être épanoui, voilà, pour être vraiment libre, parce que vous savez que le libre arbitre, en fait, on en a à peu près que 1%. C'est-à-dire que 99% de ce qu'on fait ne vient pas de nous-mêmes. Pourtant, on croit que c'est nous-mêmes, mais en fait non. Donc en fait, on n'a quasiment plus aucun libre arbitre. C'est pour ça que nous sommes des serviteurs. Et cette pyramide de développement personnel, elle va nous faire comprendre pourquoi. Pour être épanoui, pour être libre, il faut premièrement remplir ses besoins physiologiques. C'est le premier niveau de la pyramide. Le deuxième niveau, c'est le besoin de sécurité, qui paraît assez évident. Le troisième niveau, c'est le besoin d'appartenance. Et l'appartenance, déjà là, ça pêche très très sérieusement dans notre société. Parce que c'est le besoin d'identité, tout simplement. Or, l'identité, dès qu'il s'agit d'une identité spirituelle, d'une identité en rapport avec nos ancêtres, une identité profonde, quoi, eh bien, on n'y a pas droit. Voilà, hein, on entend souvent le mot identitaire dès qu'on est fier de ses racines, dès qu'on est fier de son pays. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que nos ancêtres, donc notre identité profonde en tant que peuple, ce sont les Celtes, ou les Celtes, comme je dis pour ceux qui connaissent. Ce sont les Celtes, dont les Vikings sont en fait les derniers, on va dire, croisés, les derniers chevaliers hein, qui ont rétabli la loi celte, si vous voulez, qui est une culture et une loi basée sur la liberté. Et ça, c'est la deuxième raison pour laquelle elle est combattue. Là, vous venez sans doute de comprendre pourquoi on combat la culture celto-viking. Parce que c'est notre identité et que l'identité, c'est le troisième niveau dans cette pyramide. Si on veut se développer personnellement, nous avons un besoin d'appartenance, c'est-à-dire un besoin d'identité. Le quatrième niveau, c'est l'estime de soi. Et là encore, si on n'a pas de point de repère, si on ne peut pas être fier de nos ancêtres, fier de là où on vient, parce que la base de l'identité, c'est qui je suis, d'où je viens, qui sont mes ancêtres. Et comme
nos ancêtres sont calomniés, sont montrés comme des barbares. Enfin, c'est vraiment honteux hein, ce qu'on raconte sur les Celtes et les Vikings. On est dans l'inversion accusatoire totale d'ailleurs. Comment voulez-vous qu'un, là je vais prendre l'exemple d'un adolescent, puisse arriver à ce 4e niveau, l'estime de soi, s'il ne peut pas prendre pour exemple ses ancêtres, si au contraire, dès qu'il regarde son père puis son grand-père, puis il essaie de voir un peu plus loin, il ne voit que des barbares qui n'ont aucune intelligence, qui n'ont aucune histoire. Ben, ça va être compliqué. Il va être obligé de chercher d'autres exemples. Et quand on voit les exemples qu'il y a à la télévision, excusez-moi, mais c'est plutôt des mauvais exemples. Donc vous comprenez là, très simplement avec cette pyramide de l'émancipation ou de développement personnel, que on nous enlève notre besoin d'identité. Donc on nous combat la culture, notre culture native, on la combat. La culture naturelle, la vraie culture des ancêtres, on la combat. Et on la substitue bien souvent par une identité artificielle qu'est la religion monothéiste. La religion monothéiste, c'est une identité artificielle. Ce sont des religions beaucoup plus récentes qu'elles le prétendent. Et elles sont là simplement pour faire un substitut. Mais elles ne comportent pas, qui plus est en leur sein, même si c'est une identité de substitution, elles ne comportent pas tout l'aspect philosophe, l'aspect je me pose des questions, je réfléchis, de la culture celte et viking. Ça n'existe pas dans les religions abrahamiques. C'est inversement une culture de tu écoutes ce qu'on te dit, tu fais ce qu'on te dit. Donc il n'y a pas de libre arbitre dans ces religions. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire une vidéo pour le démontrer. Alors que dans la culture celte et viking, une culture du symbole, une culture des livres de pierre, puisque tous les monuments anciens, vraiment anciens, illustres, sont issus de cette culture, comprennent ce langage symbolique. Le livre de pierre qui est Notre-Dame, c'est un livre de culture celte et viking. Cette culture du mythe, de l'énigme, qui nous fait nous poser des questions, qui nous fait avoir un esprit affûté, qui nous rend philosophe, qui nous rend libre. Et d'ailleurs, alors très important également, réveillez-vous les amis. Ça, j'aurais pu le mettre au début de la vidéo. Là où on voit qu'on nous sommes vraiment maintenus au plus bas niveau de cette pyramide, c'est que la guerre, c'est le moment où on n'est plus en sécurité. Or, des guerres, de mémoire d'homme, il y en a régulièrement. Il n'y a personne qui n'a pas vécu une guerre aujourd'hui, puisque, vous le savez, il y a eu une guerre contre le virus, même si beaucoup d'entre nous l'ont ressenti comme une guerre contre nous, parce que même si tu n'avais pas peur du virus, tu étais quand même enfermé chez toi, donc tu n'étais plus libre. Donc il y a bien eu une guerre, hein, ça on nous l'a dit plusieurs fois. Et nos grands-parents ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, et puis il y a eu des guerres entre-temps. Donc chaque fois qu'on est en guerre, eh bien, on revient à l'état 1. C'est-à-dire qu'on a simplement nos besoins physiologiques qui sont remplis. Et encore, ça dépend des guerres évidemment. Mais le besoin de sécurité n'est plus rempli du tout. Donc, chaque fois qu'il y a une guerre, quelque part, c'est aussi pour ramener la population au plus bas de cette échelle, pour éviter que la population s'émancipe, pour éviter que les individus montent sur cette pyramide de l'émancipation. Donc les guerres, ça sert à ça malheureusement. Et donc tout ça est conjugué avec une réécriture de l'histoire, comme je vous le disais, pour nous empêcher de nous identifier à nos ancêtres, pour qu'on ne puisse pas donc arriver à la 3e puis à la 4e marche. Et enfin, pour pas qu'on atteigne la dernière marche, pas de vraie philosophie, pas cette culture magnifique qui est l'hermétisme, qui est une sorte de quête, de jeu de pistes énigmatiques pour retrouver le sens des mythes et bien sûr la vérité historique également, c'est ça qui est génial. Donc vous comprenez maintenant pourquoi cette culture est hypocritement combattue, hein, puisque c'est fait dans l'ombre. C'est pour ça que moi j'essaye de montrer tout ça pour que le monde change, pour qu'on revienne à la cause des causes, c'est-à-dire qu'on retrouve notre libre arbitre. Donc il faut monter dans cette échelle et je le crois, la culture celte et viking, c'est vraiment la clé parce que 1, c'est le besoin d'identité et 2, ça nous rend philosophe.
Et c'est pourquoi elle est aussi violemment combattue, mais également très sourdement. Et ça, vous pouvez vous en rendre compte pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps. Je suis constamment harcelé sur les réseaux sociaux, on me calomnie, hein, clairement. Il y a une petite armée contre moi en permanence. Bon, je l'ignore, parce que je peux pas y faire grand-chose. Mais j'informe au maximum. Et pour donner un exemple, je subis le shadowban. Le shadowban, c'est quand sur les réseaux sociaux, y compris sur YouTube, votre chaîne, vos publications sont mises dans l'ombre. C'est-à-dire il y a très peu de visibilité, presque pas de visibilité publique. C'est comme s'il y avait un curseur qui était mis tout en bas pour la visibilité. Donc c'est beaucoup plus difficile quand, comme moi, vous êtes en shadowban. Et ça, c'est uniquement parce que je fais la promotion de cette culture. Voilà. Récemment, je tenais à vous dire que j'ai eu un article sur France Soir qui s'appelle Les sorcières étaient des médecins, article sur France Soir. Donc ça, super, merci à France Soir. Je vous demande d'aller cliquer sur cet article qui est dans la description de la vidéo pour augmenter la visibilité de la culture qui émancipe, de la culture qui va nous rendre notre libre arbitre. Et donc, il y a également un autre article qui a été fait par un camarade très sympathique qui se trouve sur mon site esprit-viking.com, qui fait la promotion du film Templiers, Vikings et Cathédrales, qui est le petit film que j'ai fait à l'aide de quelques amis également dévoués, qui est un film de réinformation exceptionnel, qui malheureusement évidemment est également attaqué. Donc c'est un article qui permet de faire la promotion de ce film et d'avoir un article qui référence ce film, parce qu'on a besoin de référencement. Donc s'il vous plaît, si vous pouviez, pour lutter contre le shadowban, cliquez sur ces deux liens qui sont en description de la vidéo, sur ces deux articles, ce serait vraiment super. Voilà, c'était une vidéo assez courte, assez originale, parce que j'ai énormément de travail en ce moment. Mais vous inquiétez pas, il y a encore plein de choses extraordinaires qui vont venir. On n'est qu'au début de la divulgation. Donc voilà, merci à tous. Vous pouvez évidemment jeter un œil sur esprit-viking.com, les livres qui sont édités, me soutenir sur le Tipeee. Et puis voilà, merci à tous et en particulier aux fidèles. Au revoir. Je me pose une question que j'ai pas tout compris, à savoir que vous faites démarrer la philosophie, on parle de la mort, avec les Grecs. Hein, je ne fais rien démarrer, c'est dans mon d'après ce que j'ai compris. C'est de mon échantillon. En sachant que quand même, pour ce qui concerne l'Europe, il y a la tradition celtique, les druides. Tout à fait, tout à fait. Les druides qui croyaient à la métempsychose. Bien sûr, bien sûr. C'est d'une philosophie quand même, c'est nos ancêtres, hein, d'ailleurs. Une partie de nos ancêtres sont des Celtes, oui. Je me demandais pourquoi vous occultez, dans votre livre, vous démarrez donc avec les Grecs, pourquoi vous occultez donc cette partie importante de la philosophie européenne? Je dis, c'est un échantillon de collègues et moi. Oui, mais là c'est important. Les Celtes, c'est très important. C'est même nos ancêtres. C'est pas une encyclopédie. Oui. Si j'ai voulu faire avec les collègues une encyclopédie des religions. En sachant que les Grecs, les druides allaient visiter les Pythagore à Samos en Grèce. Oui, ils étaient d'égal à égal en philosophie. Il fallait bien s'arrêter. Et que Dionysios était l'ami de Cicéron par la suite. Donc, vous êtes un très donc bon, en ce qui concerne la métempsychose, qu'est-ce que vous pensez de la métempsychose des Celtes? La métempsychose était... Beaucoup de peuples y pensent. Donc, il n'y a pas les Celtes, mais les Celtes, c'est quand même une religion indo-européenne. Donc, si vous voulez, on a les schèmes mythiques ou les schèmes religieux des religions celtes sont partagés par d'autres peuples européens. Si vous voulez, scandinaves et autres. Oui, c'est pour ça. Mais donc, j'ai tout le respect pour les Celtes, mais je ne pouvais pas. Mais le manque que je ressens, pour vous dire le manque que je ressens, moi, pour le livre, mais j'avais pas de collègues, de copains qui voulaient y aller, quoi. C'était le taoïsme.
parce que le taoïsme est considéré par les Chinois comme leur religion fondamentale. Le bouddhisme est arrivé beaucoup plus tard, n'est-ce pas? Il n'y a eu qu'un empereur qui a été converti au bouddhisme, et donc ça manque. Donc, si vous voulez, c'est pas les Celtes le plus grand manque de mon livre. C'est pas mon livre, hein, c'est un livre collectif. Hein. Moi, je ne suis pas, je suis, comme on dit en anglais, éditeur. Donc, non, il manque le taoïsme, il manque le shintoïsme pour arriver. Il manque beaucoup de choses. Mais ça fait rien. L'intérêt, c'est que avec 14 vignettes, comme diraient les psychanalystes, avec 14 documents, il y avait beaucoup à penser. Vous comprenez? Il y avait des choses qui apparaissaient. Alors, si on avait été 40, ça aurait été super. Mais bon, il faudrait que je fasse un deuxième livre là, avec d'autres collègues, ou avec les mêmes. Par exemple, sur la naissance. Naître et vivre, ça serait un beau titre. Et après, la mort et ses au-delà, avec naître, vivre, la mort. Après, vous partez tranquille, si on peut dire. Bonjour à tous. L'heure est grave. La France est face à son destin. Comme souvent dans pareil cas, je crois qu'il faut faire abstraction de l'émotion et prendre beaucoup de recul et faire preuve de sagesse. Qui de mieux donc qu'un sage africain qui en plus est un observateur assez neutre, puisque extérieur à l'Europe, qui de mieux donc pour juger et nous aider à faire le bon choix dans cette situation vraiment décisive pour la France. On l'écoute tout de suite. On vous sent inquiet pour le monde occidental. Qu'est-ce qui vous inquiète? Vous savez, la plus grande inquiétude, c'est que l'Europe ne veut plus ou a perdu le sens de ses origines. Il a perdu ses racines. Or, un arbre qui n'a pas de racines, il meurt. Et j'ai peur que l'Occident meure. Il y a beaucoup de signes, voyez-vous, beaucoup de signes, pas plus de natalité. Et vous êtes envahi quand même par d'autres cultures, d'autres peuples, qui vont progressivement vous dominer en nombre et changer totalement votre culture, vos convictions, vos valeurs. Je suis d'accord avec cet homme, avec ce sage. En effet, on assiste vraiment à un changement de culture, un changement de civilisation, et ça va même jusqu'à un changement de génétique, un changement de population. Au bout d'un moment donné, il faut dire stop. Et puis tout de même, au bout d'un moment donné, il faut arrêter de se détester. Là, je parle aux Français de souche. La plupart ne s'aiment pas, vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Donc nous avons face à nous des peuples qui ont une parfaite conscience des enjeux historiques et qui vont essayer et réessayer à de multiples reprises. Et nous avons, nous, une idéologie dominante et une clique eurocratique qui ne pense pas en termes d'histoire. Et ne pas penser en termes d'histoire, c'est pire que de ne pas avoir la bombe atomique, évidemment. Mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, moi ce que j'essaye de faire, c'est une troisième voie. En prenant ce qui était pour moi l'idéal, c'est-à-dire notre tradition, qui n'est ni une religion, ni une absence totale de philosophie, j'ai envie de dire de vie, qui est pour moi le compromis idéal. Mais on a vraiment du mal à classer ça, à retrouver cela. Parce que, par exemple, j'ai voulu mettre cela sur Amazon. Donc, préférer la boutique Esprit Viking, hein, vous allez comprendre pourquoi. Hein. Donc, j'ai été dans les catégories de livres. Et puis, donc, il y a tout un tas de catégories. Et donc, justement, j'ai voulu chercher ça dans le rayon mythologie, ou dans le rayon philosophie, ou à la limite tradition. Eh bien, il n'y a aucune catégorie de ce type. Hein. On passe directement de manga à nature, donc mythologie, au revoir. Ensuite, on passe directement à religion et spiritualité, puis romance, roman. Donc philosophie et tradition, il n'y a pas. Bon, alors
Alors du coup, je me suis dit, c'est peut-être en sous-catégorie. Donc j'ai pris religion et spiritualité. Et là, je tombe dans les sous-catégories. Alors là, je vais vous les lire, vous allez voir. Et cherchez les trucs vraiment européens. Alors on a Bible, bouddhisme, catholicisme, christianisme d'origine orientale, dialogue interreligieux, dictionnaire et encyclopédie, Égypte et le livre des morts, ésotérisme, paranormal, exégèse, feng shui, franc-maçonnerie, hindouisme, histoire des religions, judaïsme, kabbale, orthodoxie et église d'Orient, paranormal, protestantisme, religion et société. Ensuite, on a sagesse orientale. Ah merde, j'y étais presque là. Nous, c'est sagesse des anciens nordiques. Bon, eux, c'est oriental. Shinto et taoïsme. Ce n'est pas un sketch, je fais que vous lire les catégories Amazon. Et confucianisme. Théologie vaudou. Donc, il y en a aussi pour le vaudou. C'est bien loin de l'Europe, tout ça. Chamanisme et animisme. Et enfin, Yi King. Donc, le Yi King, c'est évidemment chinois. Voilà. Donc, vous remarquerez qu'on ne retrouve pas une seule fois le mot Nord, ni le mot Occident. Par contre, on retrouve 2 fois Orient et Oriental, et puis que des choses orientales, ou alors asiatiques ou méso-américaines, on va dire. Mais donc rien de celte, rien de nordique, rien de viking, rien de grec, rien d'hellène, bref, rien du nord et de l'Occident. Pour les Grecs, j'étais surpris parce que c'est quand même, ça existe encore, c'est quand même assez connu, Platon, Pythagore, non, même pas, il n'y a pas la culture hellénique. Bref. Donc voilà, vous voyez qu'en fait, il y a un vide absolu pour nos racines. C'est hallucinant à croire qu'il y a une volonté contre ça. On est dans une dualité, donc soit on est dans la religion, soit si on veut chercher quelque chose qui n'est pas religieux, mais avec des valeurs, avec un questionnement philosophique, ça va tout de suite être oriental, chinois, africain, etc. Mais surtout pas européen. Cette dualité provoque un déséquilibre, évidemment. Et je crois d'ailleurs que le déséquilibre qui provoque des instabilités dans la société humaine, ça sert les intérêts de l'État ou du système parce que lui, il faut qu'il se justifie, tu vois. L'État, il faut qu'il justifie ses aides, ses associations, ses machins. Il faut qu'il y ait des problèmes pour qu'il puisse justifier les taxes qu'il te fait payer, tu vois. Ça, c'est mon opinion. Donc, toujours cette dualité. D'ailleurs, j'en discutais avec une amie Hélène, puisqu'elle se dit Hélène et non pas grecque, et elle me disait, tu sais, Oleg, tu as raison, notre vraie culture, à nous, grecque, elle n'est pas grecque, elle est hellène, ce sont les Romains qui ont bousillé nos vraies racines, notre vraie culture. Elle lui dit, tu as raison, vous aussi, vous êtes soit des Celtes, soit des Vikings, soit des Ibères, soit des Italiques hyperboréens, mais voilà, tout ce qu'ils ont rajouté derrière, et par l'intermédiaire de la religion évidemment chrétienne, ça n'est pas votre racine authentique. Et là, on en a une preuve parce que c'est totalement absent. Je crois qu'il y a une volonté, comme je disais, étatique. L'État vient de Rome, vous le savez, pour nous couper de notre vraie racine bien adaptée à nous. Et cette philosophie, cette spiritualité, si je peux dire, mais au sens terre à terre, le bon sens adapté à l'homme européen. Donc, c'est triste, mais bon, en même temps, c'est ma raison d'être. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé ces chaînes et j'ai lancé cette petite maison d'édition. Donc, voilà. Alors, pour combler ce vide, il y a ce petit recueil, c'est un début. Avamal sagesse des anciens nordiques. Donc, c'est un manuel de savoir-vivre. Et Dieu sait qu'on en a besoin, tous, on a vraiment besoin de réviser. Il n'y a qu'à voir certains de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, comment ils se comportent, comment ils sont outrés par ce qui se passe. Et quand je vois la génération des baby-boomers qui commencent à être grands-parents et qu'il n'y a rien qui les choque, je me dis qu'il y a un gros trou dans notre civilisation. Nous, on est généralement plus jeunes et on se réveille, on est plus sage, j'ai envie de dire. Moi, on m'appelle des fois l'ancien, alors que je ne suis pas vieux. Parce que nous, on se réveille. Et il faut vraiment aller vers ça. C'est très facile à appréhender. C'est pour ça que j'ai choisi ce Avamal.
parce que c'est vraiment, dès le plus jeune âge, vous pouvez vous raconter ces strophes. Il y en a qui me demandaient quoi transmettre à nos enfants. Ça, c'est l'idéal, parce que c'est vraiment, c'est fait pour le grand public, pour tout le monde. C'est très simple, c'est vraiment des choses de la vie quotidienne qui sont une question de bon sens, des rappels qui nous paraissent logiques en fait, mais franchement ça fait du bien. On sent une sagesse, on sent une présence qui rassure. Et puis il y a également quand même un aspect mythologique, je dirais un peu plus mythologique dans le sens allégorie, dans le sens magique un petit peu. Vous avez notamment le poème de l'hydromel poétique. Vous avez l'Ode Fafnismale. Vous avez aussi quand Odin comprend les runes, donc ça c'est très connu, c'est quand il reste pendu 9 nuits à l'arbre sacré Yggdrasil. Et puis vous avez, et qu'il ramasse donc les runes, qu'il les comprend. Et puis vous avez les charmes d'Odin. Dans l'Ode Fafnismale, nous te conseillons l'Ode Fafnir. Et toi, puisses-tu apprendre de ces conseils, tu en jouiras si tu les apprends. Ils te seront bénéfiques si tu les suis. Échanger 3 mots d'insulte avec un plus mauvais que toi, tu ne le dois pas. C'est souvent le meilleur qui cède quand le pire cherche noise. Voilà. Alors ça, c'est surtout pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires, notamment, qui me cherchent des noises, c'est le cas de le dire. Et c'est vrai que le plus intelligent, c'est de ne pas répondre, et ça fait du bien quand c'est Odin lui-même qui te le dit. Parce que Havamal, c'est aussi sous-titré Les Dits du Très-Haut. Et donc c'est Odin qui a narré, c'est Odin qui est l'auteur en fait de ce poème d'Havamal. Donc ça fait toujours du bien de se voir rassuré. Le bon sens est dans ce livre. Et voilà, je le conseille vraiment pour tous les pères de famille et puis pour tous ceux qui ont envie de se réenraciner dans leur vraie tradition. Sachant que l'idéal, évidemment, c'est de se transmettre tout cela à l'oral, de façon vivante. Mais on est bien obligé de repartir de quelque chose d'écrit, puisque nous, on repart de zéro, on repart de rien. Donc, je pense que ça, c'est une bonne base écrite pour repartir. Je pense que vous avez compris maintenant pourquoi la tradition orale est maintes fois supérieure. Parce que vous avez vu que le système, l'État, lui, ne remplit plus son rôle de donner les bonnes valeurs, d'éduquer correctement nos enfants. Et donc, par conséquent, c'est à la cellule familiale elle-même, c'est à l'individu lui-même de se prendre en main. Et donc, l'idéal, c'est la transmission orale, héréditaire, de grand-père à petit-fils, de grand-mère à petite-fille, de père en fils, de mère en fille, parce que ça permet de garder les connaissances à l'abri de toute corruption. Vous avez vu comme je me bats pour réhabiliter l'histoire authentique de nos ancêtres, parce qu'elle est complètement galvaudée par le système. Eh bien, dans la tradition orale, si tout le monde a la tradition orale, il ne pourrait pas se permettre de mentir comme ça sur des tas de choses et sur notre histoire. Parce que, à l'intérieur de la famille ou du clan, vous comprenez aussi pourquoi la notion de clan, parce que là, c'est tes propres enfants, donc tu ne vas pas leur raconter des bobards. Ton projet, c'est pas de manipuler tes enfants, tu vois. Donc, vous comprenez vraiment l'intérêt de la transmission et de cette tradition orale. En plus, elle nécessite un effort intellectuel, un effort d'expression orale, un effort de mémoire, qui permet à chacun en fait de se vivifier l'esprit, quoi. Quand vous êtes parent, vous savez que vous devez transmettre la tradition. Je pense que c'est génial à vivre parce que le soir, au lieu de regarder la télé, vous passez certaines soirées à raconter certaines strophes, certains mythes à vos enfants. Et ensuite à eux de les assimiler, de les comprendre, sachant qu'ils vont devoir refaire la même chose avec leurs enfants. Voilà. Donc il y a vraiment des tas d'intérêts dans la tradition orale. Il y a un côté vraiment vivant, familial. Il y a une magie en fait de faire vivre les choses, les connaissances entre les humains. Il y a une chaleur humaine là-dedans. Voilà. Et il y en avait un qui faisait la promotion justement de la tradition orale, c'est Platon, Monsieur Platon.
Et justement, ça va nous ramener aux fameuses inondations. Puisqu'à un moment donné, Platon nous dit, quand il parle des Grecs, donc il parle des Grecs un petit peu comme les nouveaux citoyens, hein, lui il se considère Hélène, il dit, vous les Grecs, dès que vous commencez à écrire, donc dès que vous commencez à écrire, c'est sous-entendu dès que vous laissez tomber la tradition orale, à peine passé quelques décennies ou quelques siècles, et voilà que des trombes d'eau vous tombent sur la tête. Est-ce que ça ne vous rappelle pas les inondations violentes qu'il y a en ce moment, fin mai, début juin, on a des trombes d'eau qui tombent un peu partout. Et Platon on continue, dès que vous commencez à écrire, il vous tombe des trombes d'eau sur la tête, et vous ne comprenez pas, car vous, les Grecs, vous n'avez été initiés à aucune antique tradition. Voilà, ça c'est une antique tradition. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ce qui se passe, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre en fait. Ce qu'il veut dire, Platon, c'est que dès qu'on perd les vraies valeurs, en fait, dès qu'on perd le Nord, hein, dédicace à Hyperborée, dès qu'on perd le Nord, dès qu'on perd les vraies valeurs, eh bien, l'homme commence à faire n'importe quoi et jusqu'à dérégler la nature elle-même. En ce moment, on est dans un comportement humain totalement déréglé, démuni de bon sens et de valeurs. Ça se répercute sur la nature, on déforeste, les terres en France par exemple sont mortes, elles sont pleines de produits chimiques. On massacre les animaux, on massacre les arbres. Bref, on déstabilise l'écosystème. Qu'est-ce qui se passe? La nature réagit, la nature répond. Ces inondations, ces tremblements de terre de plus en plus fréquents, ces dérèglements climatiques, c'est nous qui sommes responsables. C'est l'humain qui est responsable. Et vous voyez, Platon en parlait déjà. Donc des valeurs vite, il serait temps que l'humain se recentre parce qu'il est responsable de ce qui est en train de se produire. En fait, pour comprendre ça, il faut faire une analogie, c'est très simple. Pourquoi des cataclysmes? La Terre, c'est un peu comme un corps humain quand il est malade. Si vous passez votre temps à boire de l'essence, vous allez avoir des réactions violentes. Hein. C'est évident, vous allez tousser, vous allez être malade. Eh bien la Terre, elle fait pareil, comme on lui fait du mal, on est comme en fait, en ce moment, l'humanité agit comme un virus. Et donc la Terre réagit face au virus avec des réactions violentes, qui pour l'instant ce n'est que le début. Hein. Mais ça va être de pire en pire. Hein. Les catastrophes naturelles, c'est en fait des réactions de défense de notre planète. Voilà. C'est aussi simple que ça, c'est une analogie. Dans la tradition hyperboréenne, l'analogie, c'est vraiment la chose. C'est l'un des concepts à utiliser parce qu'il est éminemment vrai en fait. Hein, et il permet à tout le monde de comprendre. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut essayer de sauver tout le monde parce que de toute façon, vous avez vu que nos contemporains, ils ont tendance à faire l'autruche. Mais au moins, sauvons-nous nous-mêmes, sauvons les nôtres par la transmission, ensuite, plus tard, un retour au clan. Mais je crois qu'avant le clan, il faut d'abord penser à sa propre famille. Il faut faire les choses étape par étape. Un symbole fort de transmission, c'est la hache. L'autre fois, on me demandait où est-ce que je peux trouver cette hache, Oleg? Je vais d'abord te dire qu'est-ce qu'elle représente. En fait, dans la culture hyperboréenne, c'est-à-dire européenne authentique et ancestrale, vous savez qu'il n'y avait pas de transmission d'héritage matériel. Je dis bien matériel. L'héritage partait en fumée. Hein, vous avez tous dans la tête cette image du drakkar viking qui brûle avec son jarl. Eh bien, c'était cela. Tous les biens matériels étaient brûlés avec la personne. Ça évitait les conflits d'intérêts par rapport à l'héritage. Et puis surtout, ça voulait dire que le seul héritage valable, c'était justement la transmission orale, les valeurs, des choses immatérielles en fait. Un code de conduite. C'est ça le vrai héritage en fait, chez les anciens. La seule chose qui était transmise, évidemment, c'était la maison ou le terrain. Ils n'allaient pas brûler quand même la maison ou le terrain, ils n'allaient pas jusque-là. Mais elle était, de toute façon, d'office donnée à l'aîné. C'était comme ça. Comme ça, il n'y avait pas de conflit d'intérêt, encore une fois. Et ensuite, tout le reste était brûlé, sauf cette fameuse hache. Parce que la hache, c'est un outil. C'est un outil qui permet justement de construire et donc de reconstruire pour que le fiston, en fait, puisse reconstruire lui-même, se reconstruire une vie, quoi. C'est un outil, la hache.
Bon, il y a plein d'autres choses à dire sur la hache, mais c'est vraiment, en fait, le père transmettait toujours au fils une hache, quoi qu'il arrive. C'était ça, au niveau matériel, il transmettait la hache parce qu'elle symbolisait tout ce qui est spirituel, en fait, tout ce qui est autour, et tout ce qui est immatériel. Donc voilà, symbole fort de transmission. Voilà, je trouve ça stylé aussi, comme diraient certains. Donc si vous voulez vous la procurer, vous allez encore une fois au même endroit que pour vous procurer ce livre, donc dans la boutique de l'Esprit Viking, que vous pouvez trouver sur pagans.eu. Dès que vous cliquez sur un article, il y a des liens vers la boutique, où il y a des liens partout. Et donc vous pouvez vous réimprégner, commencer à rematérialiser cette culture par des symboles, et ensuite par une reconscientisation du bon sens. Ça commence par repartir sur des choses écrites, et puis ensuite, j'espère que vous allez relancer la tradition orale. Bien, alors Venner, bien sûr, Dominique Venner, a sorti en 2001-2002 son fameux ouvrage « 30 000 ans d'histoire des peuples européens ». Cet ouvrage est très important parce qu'il insiste aussi, et c'est ce que j'ai voulu faire à sa suite, évidemment, insiste sur la nécessité d'avoir un regard sur notre histoire, d'avoir un regard sur notre présent, mais qui est alimenté par la notion de profondeur temporelle. C'est-à-dire ce qui manque à toutes les idéologies dominantes, qui génèrent les propagandes médiatiques, c'est ce regard, cette profondeur temporelle. Elle n'existe pas pour l'idéologie dominante. Et ça se voit, et ça commence à poser problème, et ça pose problème parce que cette Europe est aujourd'hui confrontée à des peuples qui, eux, ont la notion et la conscience d'une grande profondeur temporelle. C'est le cas de la Chine, c'est le cas de la Russie, qui n'oublie pas son histoire, c'est le cas de la Turquie, qui renoue avec son passé ottoman et au-delà de son passé ottoman, avec tous les mythes des peuples turcs d'Asie centrale. C'est ce qui se passe avec l'islam, qui résonne toujours en termes d'expansion des peuples de la péninsule arabique autour de son environnement persan et byzantin, égyptien et nord-africain. Donc, cette humanité européenne, un Moyen-Orient où on apprend par ailleurs qu'il y a des projets américains de vider la Syrie et le nord de l'Irak de sa population pour les transporter en Europe, vieux projet énoncé en 1942-43 par un conseiller de Roosevelt qui s'appelait Robert Strauss-Kahn, qui avait appartenu à l'école géopolitique de Karl Haushofer, mais qui, parce qu'il avait épousé une dame d'origine juive, avait été chassé de l'université et s'était retrouvé aux États-Unis. Donc il y a là une volonté chez Strauss-Kahn, une volonté délibérée et clairement exprimée de faire crouler le système d'éducation en Europe, et nous y sommes. Donc parler de tout ça, ce n'est pas évoquer le passé, bien que ce soit nécessaire pour avoir la même force que les peuples qui sont en face ou à côté de nous, que ce soit les Chinois, les Turcs, les Russes, les peuples du Moyen-Orient, quels qu'ils soient, les communautés religieuses du Moyen-Orient, ou l'islam qui soit salafiste, wahhabite ou simplement sunnite ou chiite, il y a cette notion de profondeur temporelle. J'en parle pour cela. Et le danger, c'est justement l'inconscience historique. Et ça, c'est évidemment l'idée centrale, c'est essayer, par un ouvrage qui est finalement didactique, par un ouvrage qui est simple, par un ouvrage qui ne fait pas appel à des connaissances philologiques profondes, rappeler que nous avons une histoire au même titre que les autres et que cette histoire, nous ne pouvons pas l'oublier. Ce n'est pas le cas des Turcs, et Erdogan, quand on le voit à la manœuvre, on sait qu'il a cette volonté qui remonte à tous les peuples turcs, à tous les peuples turco-mongols de l'histoire, et qu'il a la volonté de s'emparer de l'Europe, comme ses prédécesseurs aussi d'ailleurs. Simple exemple, la clique militaire de l'armée turque déguisée en janissaire a demandé un jour de jouer de la musique à Strasbourg et à Bruxelles.
Ce n'est plus Rome, la pomme rouge, ni Vienne, la pomme d'or, des 16e et 17e siècles, mais ce sont les deux nouvelles capitales de l'Europe. C'est pour marquer une présence et pour dire un jour nous y serons. Nous remonterons le Danube jusqu'à sa source. À la source du Danube, nous sommes à 25 km à vol d'oiseau du Rhin et nous dominerons la vallée du Rhin, exactement comme les Romains voulaient le faire, comme à partir de Jules César et d'Auguste, les Romains voulaient le faire, mais en sens inverse. Donc nous avons face à nous des peuples qui ont une parfaite conscience des enjeux historiques et qui vont essayer et réessayer à de multiples reprises. Et nous avons, nous, une idéologie dominante et une clique eurocratique qui ne pense pas en termes d'histoire. Et ne pas penser en termes d'histoire, c'est pire que de ne pas avoir la bombe atomique, évidemment. Et ce qui est important, c'est que le savoir, une fois que vous l'avez, personne ne peut vous le voler, d'où l'intérêt de se cultiver. Alors cette manière de faire, d'opérer, elle a eu cours jusqu'à la Révolution française qui a cassé ce moule et qui nous a coupé de nos racines, de nos traditions. Et vous voyez que ça vaut la peine d'être connu. Si vous avez l'opportunité d'aller dans la bibliothèque de Douai, n'hésitez pas à demander, c'est incunable, à le filmer, à le photographier, parce que ça va disparaître tôt ou tard. Il y a au moins 10 000 ouvrages qui ont disparu de la Bibliothèque nationale. Changement d'adresse, rue de Richelieu jusqu'à la bibliothèque actuelle, il y a 10 000 ouvrages qui ont disparu. C'est comme ça qu'on va transformer l'histoire, on va transformer la totalité de notre héritage commun pour nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. L'histoire est faussée parce qu'on se comporte comme des bourgeois. On écrit l'histoire dans la chambre, on va voir ici, et on est un touriste. Regarde Jean-Pierre Adam, il connaît tel endroit, tel autre, mais l'intelligence locale, il s'en fout. Parce que pour lui, les gens étaient stupides. Certes, il faisait des grandes pyramides, mais avec des centaines de milliers de personnes qui vivent 30 ou 40 ans, etc. Ouais, et voilà, c'est ça. On monte les pierres avec les dents. Parce que, ouais. Alors justement, on peut revenir à ces traditions qui sont encore authentiques et qui se transmettent uniquement de façon orale et de façon maintenant très très rare. Il y a eu une tentative quand même d'écrire ces traditions, avec notamment l'Edda de Snorri ou même la mythologie celtique. Et moi j'ai remarqué que comme par hasard tous les mythes qui sont relatifs au désert de glace, à l'origine très nordique, comme par hasard, ces mythes-là ils ont disparu quoi. Oui, on fait comme si on avait voulu réadapter l'histoire à la nouvelle doctrine. Si je te disais cruellement ce qu'il y a lieu d'en penser, rappelle-toi, Alexandrie d'Égypte a été mise en place par le roi de Macédoine, Alexandre le Grand. Celui-là, il est mort assassiné, empoisonné avec de l'eau. Ouais. Voilà, peu importe. Mais le résultat, c'est qu'à une époque, il y a eu 2 incendies énormes qui ont été mis en place par les chrétiens. Mais à cette époque, qui étaient les chrétiens? C'est ça, c'est la fine équipe. Tu vois, c'est-à-dire, pour détruire un pays, on détruit son histoire. On le fait s'endormir autour de thématiques creuses, vides, inutiles. Parce que le vrai, c'est la chose qui sauve tout le monde. Voilà. Si tu as une bonne instruction sur les choses de la nature, tu pourras échapper à toutes les misères parce que tu la connais et tu sais où aller pour trouver les choses. Je prendrai des centaines d'exemples pour ça, mais on n'a pas le temps. Et elles seront toutes égales les unes par rapport aux autres parce qu'elles auront la même vision de ce qu'est l'existence, de ce qu'est le passé surtout. En réalité, il faut être clair, et je vais le dire de manière très ferme et solide, nous sommes abusés. Il y a toute une équipe de marlous qui transforme l'histoire pour faire croire qu'eux ont des droits que d'autres n'auraient pas, etc. Donc on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est pire que le reste. Bien qu'il y a un combat, une guerre. Il y a des gens qui feignent de savoir ce savoir que je transmets. Ils trafiquent, ils transforment, etc. Et c'est ceux-là qui sont vos ennemis les plus redoutables. C'est ceux-là qui transforment l'histoire. Ces gens-là manipulent tout ce qu'ils tripotent de manière à ce que vous n'ayez aucune assise intellectuelle véritable. Il n'y en a qu'une, c'est celle que je vous conseille, c'est la connaissance de la nature. Tout le reste, on peut s'en passer, mais celle-là, c'est la plus précieuse des choses que l'on puisse se faire connaître les uns aux autres. Suivez la nature. Ne jamais s'en éloigner. S'éloigner de la nature, c'est se rapprocher de l'erreur.
Les révolutionnaires, quand ils arrivent, ils cassent tous les symboles de la religion, parce que c'est sûr que la France a été sous le joug de la religion et de la noblesse pendant des siècles. Donc évidemment, quand les révolutionnaires sont arrivés, le premier truc qu'ils ont fait, c'est ils ont cassé tout ça. Donc ils ont cassé beaucoup d'églises. Et ils arrivent à Saint-Jacques-de-la-Boucherie et ils disent on va tout casser. La négation des cultures fondamentales, des cultures réelles des peuples, la négation des peuples au profit d'un système globaliste, trouve ses racines dans la destruction iconoclaste de la Renaissance italienne à partir du XVIe siècle. Daesh détruit Palmyre, mais toute la statuaire médiévale a été détruite dans cette région, ici à Lille jusqu'à Gand et jusqu'à Anvers. Un patrimoine immémorial qui est une sorte de mix du culte marial qui est partiellement païen et de la christianisation qui s'en est suivie, ça a été détruit par la réforme. C'est ce même iconoclasme qui va avoir un visage cette fois-ci moral ou un visage rationaliste que l'on va détruire la civilisation européenne. Ensuite, la destruction de notre passé en Europe, car l'évolution actuelle fait que les Européens ne savent plus d'où ils viennent, ils ne savent plus d'où ils vont. Parce qu'en Afrique, on a la longue mémoire. Hein, souvenez-vous ce que dit le proverbe africain, si tu ne sais pas où tu vas, retourne-toi et regarde d'où tu viens. Les Européens ne savent plus d'où ils viennent. Moi, je demandais toujours à mes étudiants du temps où j'étais professeur d'université, au début de l'année, j'avais des amphis de 300 étudiants, on dit qui est capable parmi vous de me citer, donner les noms et les prénoms de vos arrière-grands-parents. À part quelques familles dans lesquelles on cultive la tradition familiale, personne. Tandis que je demandais à n'importe quel Africain dans l'amphi, levez-vous, et l'Africain me récitait sa généalogie. Vous me direz, il y a une tradition de culture orale, mais il y a surtout chez nous la suppression du passé. Et tout est fait pour supprimer le passé. Tout est fait pour faire des Européens, des Occidentaux, des robots, des citoyens robots d'un monde universel qui va se terminer par la grande consommation et par l'idéologie unique. En Afrique, non. Voilà le problème. Vous êtes enseignante toujours ? Non, depuis 2 ans, je me suis mise en disponibilité, en congé sans solde, parce que j'estime que ma discipline est devenue aujourd'hui inenseignable. Et avec la réforme du bac, l'histoire-géographie. Pourquoi ? Parce que les programmes scolaires tels qu'ils sont faits aujourd'hui sont ou infaisables ou avec une chape de plomb idéologique qui font que... déjà, vous avez des approches qui sont essentiellement thématiques. Si je considère, par exemple, ma discipline en géographie, on ne fait plus de géographie physique, ce que je considère être la base de la géographie. On ne fait que de la géographie des flux, les flux humains, les flux de capitaux, voilà, c'est-à-dire le monde liquide. Et puis en histoire, quoi qu'on nous dise, bien sûr, il y a un fil chronologique, parce qu'on n'ose quand même pas encore mettre en 6e la Révolution française et en 3e Rome. Donc il y a encore un petit peu une vague trame chronologique. Mais en réalité, à l'intérieur, c'est des approches thématiques qui ne permettent absolument pas aux élèves de comprendre la continuité historique des faits qu'ils étudient. Et nos élèves sont des espèces de zappeurs perpétuels. Et moi, si vous voulez, j'ai beaucoup de souffrance à enseigner, à devoir enseigner de cette façon-là. Et je considère que les élèves sont en quelque sorte des cobayes d'une déconstruction de notre histoire, de notre géographie, de notre culture collective. Et le résultat est en train de s'aggraver parce que la réforme du baccalauréat, les programmes d'histoire-géographie au lycée sont infaisables. Et là, on vient d'annoncer les épreuves du baccalauréat en histoire-géographie. C'est absolument scandaleux. On est en train de revenir à une formule de l'épreuve d'histoire au bac qui revient à l'épreuve du brevet des collèges. C'est fini la composition, c'est fini la dissertation en terminale. Où est-ce que vous vraiment enseignez ? Inquiétant. J'enseignais en collège, toutes sortes de... Mais à Paris ou J'ai enseigné beaucoup en banlieue et dans la banlieue de Rouen aussi. Je reviens à ce que je disais. Le fait est, c'est que dans ces films, je vais instiller petit à petit, comme je l'ai fait pour le premier, des éléments qui assuraient aux anciens l'équilibre de leur civilisation, quoi qu'il se passe. Et la chose la plus inconnue des historiens, c'est que, à force de tripoter l'histoire, elle perd de la cohérence
d'un individu à l'autre. Vous demandez à un Français quelles sont les dynasties qui se sont succédées en France, il n'y en a même pas 1 sur 100 qui le saura. Et pourtant, on a en moyenne 12 à 13 ans d'études obligatoires. Pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. L'instruction n'est pas faite. Et je vais vous dire pourquoi ça n'est pas fait. À une époque, l'instruction publique existait. Mais maintenant, c'est l'éducation nationale. On remplace l'instruction, qui est à dire quelque chose qu'on met dans quelque chose, par un contenant, l'éducation. Mais l'éducation, c'est le travail des familles. Si on retire aux familles la responsabilité de l'éducation, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des voyous partout, des gens qui ne sont pas sociablement intégrables. On n'a pas une intégration, on a une désintégration de structures qui existaient à cause de cela. Donc il faut bien être clair. Les mots instruction publique sont tellement supérieurs à l'éducation nationale qu'un jour ou l'autre, il va falloir y revenir. Parce que quand on dit que national, ça veut dire que les étrangers ne sont pas inclus. Il suffit d'entrer dans une école pour savoir que certaines, c'est 80% d'étrangers. Il faut bien qu'on instruise toutes les personnes que l'on reçoit sur les territoires et que pour cela, il y a des méthodes à observer. C'est pas faire des grands discours qui va résoudre le problème. C'est pas ça. C'est pas passer à la télé ou faire des phrases qui sonnent bien. Le problème est douloureux. Voilà. Parce qu'il y a des gamins qui, eux, ont des facilités pour apprendre, mais comme on veut que tout le monde soit semblable, bah, toi, tu seras raboté, etc. Et toi, tu seras élevé alors que tu es dans le fin fond. Donc ça, c'est une erreur sémantique profonde que personne n'observe, que personne ne met en évidence. Et pour ça, on vit dans cette espèce cette petite cage ronde dans laquelle on fait courir les hamsters. On court, mais on n'avance pas. Comment dire, en même temps, le paganisme, c'est une vraie diversité, à cause de la multiplicité des dieux. Hein. C'est le contraire de la fausse unité immonde du mondialisme, hein. Mondialisme marchand, économique, technique. L'uniformité grise. Alors l'écologie, bien sûr, ça veut dire enraciner dans une vraie vision européenne, hein, évidemment, que ce sont les racines les plus anciennes de l'Europe. Et pour les païens, la nature est sacrée, très important. C'est pas l'homme qui est supérieur, il est lié aux forces de la nature. Elles sont ses aides, elles l'escortent, elles le renforcent, elles l'apaisent. Donc c'est une vision écologique qui est très forte, la préservation du terroir et de l'espace naturel. Aussi des McDo et des tours de béton pour l'économie mondiale, tu vois, la place. Ouais, le païen fait partie du monde, il n'est pas au-dessus du monde. C'est ça en fait qui est aussi déterminant. Et il y avait dans les castes, dans les clans païens, on va dire, qui étaient pas dégénérés. Chacun avait sa place. Personne n'a sa place aujourd'hui, hein. Dans ces clans-là. On est tous interchangeables actuellement. C'est ça aussi la chose actuellement. On est tous interchangeables. Alors qu'à l'époque, chacun avait sa place en fonction de ce qu'il était, de ses compétences. Et la résistance, c'est aussi d'abord intérieurement, hein. La préservation de son intégrité, ça c'est important. Et puis je citerai une très belle phrase que j'aime bien de Paul Lescaut, parlant de cette résistance. Il dit « Ces belles meutes de l'ombre, de l'immémoire, sans mémoire, quoi, et de la faim, non l'immémoire, c'est-à-dire la grande mémoire, pardon, et de la faim, ces grandes compagnies engagées dans la suprême maîtrise du combat clandestin. » Et ça c'est une vision qui est une vision à venir. Comme le recours aux forêts dont parle Junger, hein, qui n'est pas seulement métaphorique. Hein. Le paganisme, c'est avant tout le mythe et la légende. Je sais pas ce que t'en penses. Et les ancêtres. Alors le culte des ancêtres, oui, c'est comme dans le shintoïsme japonais, qu'on pourrait d'ailleurs comparer également avec une forme de paganisme indien d'Amérique. C'est le culte des ancêtres. C'est vraiment, ce sont des religions enracinées. En gros, tu vis et tu agis pour eux. On est des décadents à côté. Tu vis et tu agis sous le regard de tes ancêtres. Et sans nous. Donc, et ils te renforcent. Tu es comme une figure de proue, et derrière toi, il y a une longue histoire. Donc, tu es renforcé par cette présence qui est toujours là, coude à coude avec toi. C'est comme des guerriers invisibles, on pourrait dire, tu vois, les ancêtres. La force du sang, transmise par le sang. Donc, le sang a quand même son importance, finalement, dans les religions païennes, puisqu'elles sont enracinées. C'est pas parce que tu es par le sang héritier du vieux paganisme que tu es en accord avec cette tradition-là. Oui, bien sûr. Non, mais ça se complète. C'est la descendance au début clanique,
Ensuite, elle est liée au terroir, à la terre. La terre ment pas, comme disait quelqu'un. Lié à la terre, tu es l'enfant de cette terre, là où tu as les pieds. Et c'est celle-là qu'il faut défendre. Elle a une homogénéité. C'est pour ça que je suis contre l'immigration, telle qu'elle se produit aujourd'hui. Parce que cette terre-là, telle qu'on l'a connue, avec sa permanence, elle est en train de basculer, de changer, de prendre différentes formes. Et tu reconnais que tout est brouillé aujourd'hui, tout est brouillé. Non, mais l'immigration n'est pas un bien ni pour nous ni pour eux, de toute façon. Hein. Ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais en plus, on est dans ce que Nietzsche appelait la société des rampants, tu vois. C'est pas ces mecs-là qui vont se mettre debout, quoi. Je te parle des rampants, même français de souche. Il y a des rampants, ils sont partout. Ah oui, surtout, je dirais. Alors que bon, encore pour des gens qui ont gardé une philosophie, disons traditionnelle, peu importe la race, il y a toujours des moyens de discuter. C'est ainsi que l'ont voulu les grands prêtres de la mondialisation, les fossoyeurs des nations. Pour eux, tout commence aujourd'hui. Il n'y avait rien avant. L'idée même de relever la tête ne nous vient même pas à l'esprit. Lobotomisation. Oui. C'est pire que le mec paumé dans un asile psychiatrique, j'y crois pas. L'idée même de s'opposer à la pensée dominante, à la trahison des gouvernants, à la toute-puissante économie de marché, elle donne le vertige aux plus lucides, elle leur fait peur. Et on assiste progressivement et de manière accélérée à la disparition de l'homme libre. À moins de le reposer le credo de l'homme libre. Oui, pour ça, il faut se réveiller. Son esprit de résistance, son ancienne mémoire, qui ne s'est jamais perdue depuis les religions ancestrales européennes jusqu'à la civilisation chrétienne. Personnellement, ce credo me soutient comme un alcool fort. Mais avant d'en venir à l'esprit de résistance et à la guerre civile, qu'on nous promet, que nous promet la géopolitique, et tout est en place, à commencer par l'effondrement des économies, par les conflits intercivilisationnels sur le propre territoire lui-même. Je voudrais dire que mon credo, moi, je crois au catholicisme de mon enfance, à cette France que j'ai connue, celui du scoutisme, où les prêtres portaient des soutanes sans qu'on les traite d'intégristes, c'était comme ça à l'époque, à la Vierge, qui a guéri ma mère à Lourdes, oui, et en même temps au peuple de l'ancienne Gaule, bien avant que la France soit fondée, qui sont les peuples de nos patries charnelles, les terroirs, là où on veut que viennent voter des étrangers, qui ne connaissent rien, l'histoire des terroirs, qui peuvent influencer les décisions d'un conseil municipal, d'un maire. Alors déjà dans les terroirs, on n'a plus évidemment de tradition locale, qu'on appelait folklore il n'y a pas très longtemps. Tout ce qui appartient à l'âme profonde du terroir, qui faisait sa différence. Christianisme et ce vieux paganisme des religions ancestrales, ce sont deux courants identitaires que je considère comme deux épées croisées. Notre histoire, même liée à la pollution, à la confusion par une bande de traîtres, elle ne disparaît pas avec le déclin de la civilisation européenne. Elle est comme ces volcans qu'on croit éteints et dont le feu couve sous la cendre. Pour nos vieux, je suis pour les réintégrer dans nos modes de vie, faire tout pour les réintégrer avec nous. Ça devrait être même structurant en fait, je trouve. C'est les vieux, le postulat de base, c'est on les ramène dans le village. Et ensuite, comment on fait? Tu vois? Ensuite, ils sont là. Comment on fait pour que ça se passe bien? Et on va s'organiser en fait. Mais il faut être obligé, il faut se retrouver confronté. Donc moi, les vieux, tu les sors en tout cas ils peuvent pas rester tout seuls devant leur télé. C'est horrible ce qu'on leur fait à nos vieux. Moi, je suis pour les vieux à l'africaine, tu vois. À l'africaine, le vieux, il est au milieu du village. Franchement, il est posé au milieu du village. Et puis les petits jouent autour, quoi. C'est pour moi la base.
Je reprends ce que dit Francis Bacon, et beaucoup l'ont dit. Pourquoi étudier le passé? Ça, c'est Isaac Newton qui dit ça. Parce que c'est le moment le plus près de la création. Pourquoi étudier les langues anciennes? Parce que ces langues sont au plus près de la pensée traditionnelle et ancienne. Ces langues-là véhiculent encore la pensée des anciens. C'est pour ça que ça a un intérêt de se préoccuper du passé. Ce que je remarque du point de vue social, c'est qu'un enfant qui n'a pas eu contact avec ses grands-parents, il n'a pas de lien avec le passé. Et il est désorienté, il ne sait pas qu'il a un avant, que les gens vivaient comme ça, ils avaient ces sentiments-là. Il est totalement à côté de la plaque. Alors, en cassant la famille et son suivi justement de génération en génération, on fait des accidents dont on n'a même pas conscience. Voilà. Les déracinés ici et là, ils mènent leur déracinement jusque dans leurs manifestations culturelles, sociales, et ils sont capables d'empester les autres comme ça. Malheureusement, parce que rien n'est fait pour accueillir l'autre. Là, on parle de racisme, on parle d'anti-machin, de pro-truc, on est dans le délire complet. Là. Il y a la chose minimale. J'ai tout à l'heure dit, les enfants qui n'ont pas eu de grands-parents, ils n'ont pas de modèle de ce qu'est le passé. La manière dont leurs grands-parents ont vécu les choses. On sait qu'il y a une accointance assez étroite entre les grands-parents et les petits-enfants. Généralement, ça soulage les parents, et les petits-enfants et les grands-parents se connaissent mieux intuitivement, parce que cette chose-là, l'adulte, il est obligé d'avoir l'autorité et le pouvoir. Et c'est là que le bas blesse. Les grands-parents, ils n'ont que l'autorité. Et ça passe tout seul. Et quand on verra que ces choses-là sont vraies, et qu'elles sont fonctionnelles, et qu'il n'y a pas besoin de faire des leçons là-dessus 36 heures, ça va rentrer dans les mœurs. Voilà. On pourrait discuter encore 8 jours là-dessus. Ça, moi, je ne me fais que l'écho de la sagesse traditionnelle. Je ne suis pas détenteur. Toute société qui va de l'avant arrive à aller de l'avant parce qu'elle a un passé, qu'elle en est fière et qu'elle le connaît. Donc de toute façon, cette idée de table rase est sans doute la chose la plus monstrueuse qui ait jamais existé. D'abord, on ne fait jamais table rase, et c'est ce qui a produit le plus de violence. On a quand même le XXe siècle comme laboratoire de la politique de la table rase. Ça ramène le table rase de la Chine, de la révolution culturelle, ça ramène à la nostalgie de la Chine impériale, hein, c'est-à-dire tellement l'effet était dévastateur. Mais moi je ne suis pas dans la nostalgie, je dis... Non, mais la nostalgie c'est quelque chose, quand je parle du roman national, c'est quelque chose qui fait qu'on aime à se dire qu'il y a eu un passé qui a été beau et joyeux parce que ça nous aide à nous projeter dans l'avenir, ça nous donne l'énergie, de même que respecter ses parents qui ne sont pas forcément des gens idéaux, mais les aimer et penser que c'était de bonnes personnes, ça nous aide notamment à élever nos enfants. Ça veut dire quand on déteste ses parents et qu'on a commis l'erreur d'aller faire une psychanalyse où on expliquait que votre destin c'était finalement de tuer votre père parce que vous avez empêché de baiser votre mère, ça produit de la bourgeoisie névrosée, ça produit que de la merde. Et on le sait parce qu'on a le recul. On a le recul clinique pour le savoir. Et en réalité, être fier de son passé, ça permet justement de construire l'avenir. C'est-à-dire que c'est dialectiquement qu'on comprend ça. La nostalgie, au sens tout ce qui est... Enfin, il n'y a de bien qu'hier n'a pas de sens, évidemment, puisque Pantareil, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, etc. Mais aujourd'hui, ce qui bloque effectivement la capacité de projection et d'aller vers l'avant, c'est qu'on n'a pas de racines, on a du mal à s'appuyer sur quelque chose. Or, on sait très bien, quand on écoute notamment les pédopsychiatres, que le rôle, par exemple, pour que les enfants puissent se projeter au-delà des parents, c'est souvent l'appui sur les grands-parents, par exemple. Vous voyez, c'est les images du grand-père et de la grand-mère. Et il n'est pas question de croire que c'était génial avant. Là, la France a connu dans les années 60 la guerre d'Algérie. En fait, tout est toujours dans le chaos contrôlé. Il n'y a jamais de période de paix totale, etc. Mais de se dire qu'il est possible de vivre une période de paix et de fraternité parce que ça a relativement existé avant, c'est ce qui permet de pouvoir le construire pour l'avenir avec les nouvelles données, parce que de toute façon la situation est différente. Moi je suis un peu dans la nostalgie de la France des années 60, c'est vrai, mais les membres de mon association ont 25 ans, ils ne connaissent pas ce monde-là. Le tiers de mes adhérents sont issus de l'immigration. Donc leur monde, c'est leurs parents et leurs grands-parents étaient en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Donc je ne peux pas leur vendre la France des terroirs, le bougna, etc. Mais par contre, quand ils me parlent de leurs grands-parents qui sont restés au village, dans la classe, moi je peux leur parler de ma famille, parce que dans les familles françaises de mon enfance, on allait en vacances à la campagne parce qu'on avait tous des oncles et des tantes paysans. Parce que jusque dans les années 70, les agriculteurs en France étaient encore 30% de la population, pas 2. Et d'un seul coup, quand un franco-maghrébin découvre que finalement ton grand-père a été paysan comme le sien est un paysan de l'Atlas, ça crée des liens. Alors que ça, il ne le savait pas. Parce que finalement,
pareil, les médias ne lui ont jamais dit ce qu'était la vraie France, ce qu'étaient les vrais Français. On dit les Français, c'est simplement des racistes, des colons, des collabos. Tout ce qu'ils savaient, c'est écrire des lettres aux Allemands, torturer en Algérie, etc. Comment tout ça permet pas, je dirais, d'aller vers le futur et de le construire. Donc c'est presque une réponse, je dirais, de réflexion anthropologique et sociologique. C'est que de toute façon, la nostalgie pure débouche sur la mélancolie c'est baudelairien, quoi. On le sait, c'est bien pour la poésie, mais politiquement ça donne rien. Nous, on n'est pas dans cette logique-là, et la preuve qu'on n'est pas dans cette logique-là, c'est que il y a chez nous, à Égalité et Réconciliation, je me fais draguer en ce moment d'ailleurs par Dupont-Aignan, non, c'est un garçon charmant. On a beaucoup de jeunes. On arrive, nous, est un mouvement de jeunes. Si les jeunes viennent, c'est pas parce qu'on leur vend de la nostalgie. C'est justement parce qu'il y a une fraîcheur et une modernité. Mais c'est aussi parce que de leur faire découvrir des films d'Audiard avec Jean Gabin, etc., qui est le génie du cinéma populaire des années 60, finalement, ils préfèrent ça au film de François Truffaut. Ça leur parle plus. Et ça permet finalement à certains jeunes d'avoir des idées de cinéma de demain, c'est ça que je veux dire. Donc c'est effectivement cette articulation, je pense que d'ailleurs nos ennemis le savent, quand on veut détruire un peuple, on détruit ses racines, on détruit sa fierté, historique, et on en fait ce qu'on appelle les ilotes, c'est-à-dire des individus dans la soumission totale. Donc on sait que ce dont on parle là, ce sont comment dirais-je, des structures anthropologiques pratiquement invariantes, c'est de la sociologie. Il n'y a pas de peuple, c'est ce que je disais au début, qui puisse continuer à exister dans l'avenir s'il n'a pas une certaine fierté de son passé. Et comme je dis, c'est toujours un roman national, c'est-à-dire quelque chose d'un peu mensonger, évidemment. Il y a toujours de l'idéalisation. Vous savez très bien que vous-même, quand vous allez me parler de votre jeunesse, vous allez être un peu dans l'idéalisation et vous allez plutôt mettre en avant ce qui était beau. Quand vous étiez lycéen, les bons moments, même les mauvais moments sont recolorés en moments amusants, puisque quand on parle de ces accidents de voiture, de quand on a perdu ses clés, on arrive toujours à tourner ça en quelque chose de drôle, alors que ça n'était pas sur le moment. Ce sont tout ça des phénomènes, je dirais, qui ont à voir avec la fonction symbolique et la manière dont fonctionne l'humain. C'est finalement d'embellir son passé pour supporter d'affronter l'avenir. On ne peut pas vivre avec une vision affreuse de son propre passé. C'est pour ça que tout ce qui est de l'ordre de la diabolisation, du noircissement, et moi j'ai étudié ça avec la psychanalyse. Je connais des jeunes à un moment donné qui ont été mis dans des systèmes où on leur a dit tous tes problèmes viennent de ton père et ta mère, c'était des pervers, ils voulaient ta peau, etc. Ça a été une catastrophe pour eux. En général, l'effort à faire, c'est plutôt de se réconcilier avec ses parents, de découvrir que vos parents ont été des jeunes, que faire des gosses c'est compliqué, que les élever c'est compliqué, ce qu'on découvre quand on en fait soi-même, et que quand même il y a finalement s'aimer soi, aimer là d'où on vient et aimer ses ascendants, c'est forcément quelque chose qui vous aime à être quelqu'un d'aimable et quelqu'un qui peut aimer, c'est ça que je veux dire. C'est comme ça que je répondrai à votre question. Voilà. Pourquoi aujourd'hui les francs-maçons et tous les citoyens humanistes doivent affirmer cet engagement universaliste? C'est parce que nous sommes confrontés aujourd'hui à un retour fulgurant, considérable des idéologies essentialistes qui veulent enfermer l'homme, qui veulent assigner l'homme générique, à son passé, à ses origines, à ses héritages. Ceci est une bataille intellectuelle majeure. La bataille intellectuelle majeure, qui fait rage dans les universités. C'est fondamentalement une bataille entre le postmodernisme et les traditionnels et les traditions. Je pense que cela est une bonne manière de voir le sujet. Pour les postmodernistes, l'être humain n'a pas de nature. Nous sommes des ardoises vierges. Tout ce que nous sommes est construit culturellement, donc nous sommes complètement malléables et tous les éléments de notre identité sont malléables. De l'autre côté, on a les traditionalistes qui sont, je dirais, plus ancrés dans la biologie d'une part, mais aussi dans l'histoire des traditions de l'humanité qui suggèrent que les gens ont une nature. J'explique une partie de cette nature. La plupart des gens veulent avoir des amis, cela fait partie de votre nature. La plupart des gens veulent trouver l'amour, cela fait partie de votre nature. Et les gens souffrent sans ces éléments. Alors, vous pouvez dire que tout cela est juste construit socialement, mais vous pouvez dire tout et n'importe quoi. Ne faites jamais confiance à quelqu'un qui a une explication pour absolument tout. Combien d'intelligence cela demande-t-il?
Imaginez, vous avez une seule et unique explication et vous essayez de la placer pour tous les phénomènes. Vous savez, la plus grande inquiétude, c'est que l'Europe ne veut plus ou a perdu le sens de ses origines. Il a perdu ses racines. Or, un arbre qui n'a pas de racines, il meurt. Et j'ai peur que l'Occident meure. Dans le même moment, on s'aperçoit que les jeunes sont dans les jeunes générations. C'est comme s'ils avaient coupé les ponts avec les adultes. Le mécanisme qui permet à des parents normaux, pas des hyper-pédagogues, pas des super champions de la pédagogie et de l'astuce, mais autrefois, en grosso modo, vaille que vaille, on disait tel père, tel fils, par exemple. C'était un proverbe très ancien de la langue française. Parce qu'il y avait une certaine habitude qui se transmettait. L'éducation se faisait par une sorte de transmission où il n'était pas nécessaire d'apprendre aux parents comment être parents pour devenir parents, ni d'apprendre aux enfants comment être enfant pour être un bon enfant afin d'être un jour semblable à son papa et à sa maman. Ça se faisait tout seul. Comme les demoiselles apprenaient à coudre ou apprenaient à faire la cuisine, et les messieurs apprenaient à faire attention au pli de leurs pantalons. Je dis des bêtises en ce moment. Mais tout ça est cassé. Et ce qui est beaucoup plus grave que ça, ce qui est cassé avec ça, c'est les repères moraux, l'éducation de la volonté, l'éducation de la personnalité. La jeunesse aujourd'hui est une jeunesse abandonnée. Je dis bien abandonnée. Elle est gavée, du moins là où les parents le peuvent, de biens matériels. Jamais la jeunesse n'a été aussi gâtée, entre guillemets, si on compare cette jeunesse aux grands-parents ou aux arrière-grands-parents. Mais jamais elle n'a été aussi seule et pauvre. Elle n'a rien. Ce sont des héritiers, mais ils n'ont pas d'héritage. Cette familiarité-là, qui trouve sa source dans le mot même, dans la famille, a été très, très gravement remise en question. Et cette remise en question, je le développerai tout à l'heure plus en détail, a conduit à la destruction de conditions de base, de noyaux de formation de la personnalité des individus. Tout le monde sait, au moins intuitivement, oui, empiriquement, je dirais à travers ce que Descartes appelait le bon sens. Par exemple, tout le monde sait, en principe en tout cas, tout le monde devrait savoir, par exemple, qu'un petit bébé a besoin de soins, d'affection, de constance, de régularité, de certains types de présence, d'un type exceptionnel de présence. Tout le monde le sait ou devrait le savoir. Si je devrais le savoir, c'est parce que il y a quelques années, j'étais dans une maternité où mon dernier garçon est né. Il s'appelle Augustin. C'était la maternité des Bleuets, à Paris, qui est considérée comme une des meilleures maternités de France. Elle est historiquement connue parce qu'on y a développé toute une démarche de soins, justement, aux parturiantes, aux mamans qui vont mettre au monde leur enfant, à la préparation aussi de l'accouchement. Et dans cette maternité que je connaissais déjà, parce que ma dernière fille était née également, eh bien j'ai découvert que sur les murs, il y avait des affiches où on expliquait aux jeunes mamans qu'il ne fallait pas secouer les enfants, ni les battre. Dans une maternité où les mamans partent au plus tard 7 jours après la naissance. C'est-à-dire, il fallait expliquer à des jeunes mamans que des enfants de moins de 7 jours, il ne faut pas leur crier dessus, il ne faut pas les taper. Et je me suis dit, je suis en train de rêver, parce que devoir expliquer à une mère qu'il ne faut pas taper un enfant de 7 jours, c'est quelque chose d'incroyable. Eh bien, j'en ai parlé avec les sages-femmes, qui m'ont dit, mais oui, mais maintenant, il ne faut pas nous reprocher de faire ça, parce que si on ne le fait pas, il y a des mamans qui ne le savent pas. Il y a un problème de transmission. Vous savez bien qu'un enfant dont on n'a pas pris soin risque de ne pas prendre soin lui-même de ses enfants.
C'est parce que nous sommes constitués par nos premiers pas dans la vie de manière fondamentale. Et nous répétons ces premiers pas ensuite, et si ces premiers pas sont bons, eh bien nous répétons sur cette base-là des choses bonnes. Mais si nous n'avons pas reçu cela, ce qui arrive à beaucoup de jeunes enfants qui vont à la DAS, dans des orphelinats et tout ça, que je connais bien, moi j'ai fait de la prison, je le dis clairement parce que tout le monde le sait d'ailleurs, et autant le dire, j'ai rencontré beaucoup de gens qui n'avaient pas eu de parents, et qui finissaient en prison. C'est pas une fatalité, hein. J'ai aussi rencontré des gens qui ont eu des vies comme ça, puis qui s'en sont très bien sortis, mais ces premiers moments sont essentiels. Aujourd'hui, ces premiers moments sont gravement menacés. Beaucoup d'enfants ne bénéficient plus des conditions dont j'ai bénéficié moi, qui était une évidence pour tout. Ma mère était évidemment la meilleure mère du monde, mais indépendamment de cela, c'était une évidence pour pratiquement tout le monde. Il y avait parfois de la maltraitance, mais c'était quelque chose de beaucoup plus évident. Jamais, par exemple, si ma mère avait eu une affiche comme ça dans une maternité, je me serais dit, ils sont fous ces gens-là. Bon, ils sont fous. Ce ne sont pas les dames qui viennent accoucher là qui sont folles, ce sont eux qui sont devenus fous. C'est insultant. Non, aujourd'hui, ce n'est pas insultant, malheureusement. C'est une réalité qui fait que l'intergénérationnel ne fonctionne plus. La suite du manifeste de M. Tarente est très intéressante. Voilà ce qu'il écrit. La vérité est que l'Occident a tué la notion de Dieu et ne l'a remplacée par rien. On a amené deux idéologies en compétition, le communisme et le fascisme, pour remplacer cette perte de Dieu, puis on les a amenés à s'exterminer l'une l'autre, et ensuite le capitalisme des grandes entreprises a pu réduire les survivants en pièces. Il en a résulté une société sans croyance fondamentale, sans vision pour le futur, une société de nihilisme, de consumérisme, d'individualisme. Dans cet enfer, l'individu est tout et la race est sans valeur. Et donc, à partir de là, eh bien, effectivement, on ne fait plus d'enfants. Et donc, la vérité est que les Blancs sont en train de devenir non seulement une minorité à l'échelle globale, mais une minorité à l'intérieur de leur propre pays. Une éthique ancrée dans un vrai projet de civilisation, dans une foi fondamentalement. Ce qui nous tue, c'est que nous avons perdu la foi. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne crois pas qu'on va retrouver la foi en allant tuer des pauvres gens dans les mosquées. L'homme blanc en général, c'est qu'on les a culpabilisés et ils marchent dans la combine. Malheureusement. Ils s'aplatissent. Ils essaient de se faire pardonner alors qu'ils n'ont pas à se faire pardonner eux. C'est peut-être lié au manque de foi. Je crois que vous avez raison. Je crois que vous avez fondamentalement, je crois que vous avez raison. C'est très très bien vu. Je suis entièrement d'accord avec vous. La foi, vous savez, ça enracine. Et ça nous fait nous... La foi, ça enracine, à condition que ça ne devienne pas un esprit sectaire. Voilà, il ne faut pas être dans le fanatisme.